Mais que reste-t-il du programme nucléaire iranien? Donald Trump affirme que les États-Unis l'ont détruit après les frappes de ce week-end, mais un document du renseignement américain affirme qu'il n'est pas complètement détruit et contredit en fait assez directement le président des États-Unis. Mais alors, que sait-on de la situation et des ambitions réelles de l'Iran? C'est un sujet extrêmement important à analyser pour savoir en fait finalement ce qui ressort de la situation de ces derniers jours, puisque le bilan humain est important et au-delà donc des communications politiques des uns et des autres, il faut voir factuellement ce qu'il en est. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En voix off, encore une fois cette semaine, puisqu'il y a des travaux en ce moment dans notre studio. Alors, en lançant ces bombardements massifs sur l'Iran, Israël se donnait pour objectif initial de détruire les capacités nucléaires iraniennes que le gouvernement israélien déclare depuis des années maintenant être une menace existentielle, et ce alors que l'Iran dans ses discours menace depuis des années de détruire Israël. Alors on ne va pas revenir aujourd'hui sur la question de l'interrogation sur les ambitions réelles ou non de l'Iran sur l'arme nucléaire, ni sur la question du droit international dans ces bombardements massifs. C'est évidemment des sujets extrêmement importants et cruciaux, mais c'est des sujets qu'on a déjà abordés en détail ces derniers jours, et aujourd'hui on va plutôt analyser donc la question de l'impact de ces bombardements. En effet, si le bilan humain est colossal, avec plus de 610 personnes qui ont été tuées en Iran, majoritairement des civils selon les autorités iraniennes, et 28 personnes du côté d'Israël, qu'en est-il de cette question de la situation nucléaire alors que Trump, comme Israël, assure avoir détruit le programme iranien? Eh bien, je le disais, c'est le sujet à la une, un document classé confidentiel du renseignement américain dont le contenu a été décrit par des sources proches du dossier à des médias américains. Eh bien, ce document, il remet en question directement la déclaration du président des États-Unis. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, selon le rapport, les frappes menées dans la nuit de samedi à dimanche sur Fordo, Natanz et Ispahan, qui sont 3 sites nucléaires, auraient seulement retardé le programme iranien, attention, de quelques mois, sans donc le neutraliser durablement. Selon en fait les premières évaluations du renseignement américain, les bombes américaines et israéliennes auraient principalement endommagé les structures en surface, scellant parfois les entrées, mais sans détruire intégralement les installations souterraines ni les centrifugeuses principales qui seraient pour beaucoup encore opérationnelles. Par ailleurs, il y a une autre question importante, c'est la question du stock d'uranium enrichi, et le stock d'environ 400 kg d'uranium enrichi à 60%. Un stock important puisque c'est celui-ci, s'il est encore enrichi, qui pourrait passer à 98% et donc à terme produire une arme nucléaire dans le cas où c'est le souhait de l'Iran. Bref, ce stock, il aurait été déplacé peu de temps avant les frappes, et si ces affirmations ne peuvent être vérifiées de manière indépendante, il y a tout de même des images satellites qui montrent des mouvements de camions près de Fordo. Alors encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'ambition de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire? Les renseignements états-uniens déclaraient il y a encore quelques semaines que non, ce n'était pas dans l'objectif et l'ambition de l'Iran, mais encore une fois, on revient pas là-dessus, c'était le sujet de ces derniers jours. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces déclarations, elles contredisent donc les récentes déclarations de Trump qui s'était publiquement félicité, je cite, d'une destruction complète des capacités nucléaires iraniennes. De son côté, la Maison-Blanche a confirmé l'existence du rapport, mais l'a qualifié de totalement erroné, dénonçant une fuite destinée selon eux à discréditer le président Trump. Trump a quant à lui réfuté directement les conclusions du rapport, affirmant que le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs décennies et que les Iraniens, je cite, ne vont pas fabriquer de bombes avant longtemps. Quant à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, son directeur a estimé que de nombreuses centrifugeuses avaient été endommagées à Natanz et que les frappes avaient aussi probablement causé des dégâts très importants à Fordo. Mais pour le moment, on ne connaît pas l'étendue de ces dégâts et l'AIEA cherche désormais à inspecter les stocks d'uranium déplacés, évoquant une menace nucléaire qui reste persistante. Mais alors, que dit l'Iran? On l'a dit, le gouvernement iranien a déclaré avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de son programme nucléaire, sans préciser s'il s'agit d'un programme civil pour l'énergie par exemple, ou militaire, même si, on l'a dit, depuis des années, l'Iran répète que leur programme est uniquement civil. En fait, du côté iranien, ce qui fait dire de leur côté qu'ils sont confiants, c'est que même si des sites ont été touchés, les connaissances techniques et éventuellement les volontés politiques, c'est des choses qui ne peuvent pas vraiment être détruites et qui peuvent malgré tout se transmettre, même si, de nombreux scientifiques ont été tués dans ces bombardements. Cela dit, pour nuancer ces déclarations, disons, optimistes de l'Iran, on peut tout de même noter qu'aujourd'hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a reconnu que les installations nucléaires iraniennes avaient été, je cite, gravement endommagées. En tout cas, on peut noter que le Parlement iranien a voté mercredi en faveur d'une suspension de la coopération avec l'AIEA. Selon le président du Parlement iranien, cette agence internationale a compromis sa crédibilité en refusant de condamner les attaques contre les installations nucléaires iraniennes.
semaine. En effet, suite aux premières frappes israéliennes, l'AIEA avait appelé les différentes parties, je cite, à la plus grande retenue pour éviter une nouvelle escalade. L'agence avait aussi déclaré, je cite, que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances. C'est donc des déclarations qui ne visent pas expressément les bombardements israéliens ou les bombardements des États-Unis. Bref, beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr, c'est que du côté européen notamment, on appelle à revenir à la table des négociations et de négocier à nouveau sur ce programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions occidentales sur l'Iran. Maintenant, encore une fois, est-ce que l'Europe pèse réellement dans ces discussions? On va en reparler d'ici quelques jours, mais beaucoup en doutent. À noter au passage qu'Israël, de son côté, dispose de l'arme nucléaire, même s'il ne le reconnaît pas publiquement. Et sur ces négociations, le président iranien s'est dit quant à lui prêt à revenir à la table des négociations. On verra donc à quoi ça ressemble. En attendant en tout cas, et ça en l'occurrence c'est quelque chose qu'il faut souligner, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël semble respecté, en tout cas aujourd'hui au moment où on enregistre, dans la journée donc de mercredi. De ce point de vue-là donc, la négociation de ce cessez-le-feu par les États-Unis, avec le Qatar aussi dans la boucle, semble être factuellement une réussite pour l'instant. Maintenant on le disait, de nombreux chefs d'État, mais aussi d'ailleurs les familles d'otages israéliennes, estiment qu'il faut maintenant aller encore plus loin et un cessez-le-feu à Gaza, où la situation humanitaire est toujours aussi catastrophique. On en parlait encore hier. Ça me paraissait en tout cas important de faire un point sur la situation. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, ou même plus largement d'ailleurs, des retours sur ce format. En tout cas, cette semaine, on fera en sorte aussi de traiter d'autres sujets importants dans l'actualité. Je rappelle au passage pour tous les nouveaux que ce format, vous pouvez aussi l'écouter en version podcast sur toutes les plateformes, sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou alors sur ces plateformes-là. Ça vous permet de ne pas louper tout ça et d'avoir facilement les actus. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées dans des bombardements russes dans la région de Dnipro, dans le centre-est du pays, et près de 300 personnes, dont une trentaine d'enfants, ont également été blessés. Selon les autorités locales, les frappes ont visé des établissements scolaires et de santé et ont également endommagé un train, faisant des blessés parmi les passagers. Il s'agirait, selon le maire de la ville, de l'une des frappes les plus importantes contre Dnipro depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'Ukraine a accusé la Russie d'envoyer, je cite, un message de terreur et de rejet de la paix. Cette attaque survient alors que plusieurs dirigeants des pays membres de l'OTAN, donc une alliance politico-militaire occidentale menée par les États-Unis, sont réunis aux Pays-Bas depuis ce mardi. L'un des objectifs de ce sommet est de valider une hausse des dépenses de sécurité des pays membres. On reviendra plus en détail là-dessus dans la une de demain. Deuxième actu, une enquête récente a dévoilé les méthodes brutales de la milice privée russe Wagner au Sahel, une région qui couvre plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et notamment au Mali. Ce rapport a été rédigé par des experts de l'université américaine de Berkeley et il a été remis l'an dernier à la Cour pénale internationale, une juridiction pénale internationale chargée notamment de juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le groupe Wagner, c'est donc une organisation armée privée officiellement distincte des forces armées russes, dont les mercenaires opèrent aux côtés des juntes militaires dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Et donc pour en revenir à ce rapport confidentiel qui a récemment été consulté par des journalistes de l'agence Associated Press, il mentionne de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pouvant être considérées comme des preuves de crimes de guerre. Elles montrent notamment des actes de torture, de mutilation, voire de cannibalisme présumé. Selon les experts de Berkeley qui comptent sur la CPI pour enquêter, ces vidéos pourraient servir de preuves mais elles doivent encore être vérifiées. A noter que les méthodes brutales de Wagner au Sahel ont déjà été plusieurs fois dénoncées par des ONG de défense des droits humains. Troisième actu, en France, plusieurs ONG de défense de l'environnement et des citoyens ont attaqué en justice l'État français pour l'obliger à renforcer sa politique face au changement climatique. Les ONG Greenpeace, Notre Affaire à tous et Oxfam avaient d'abord demandé au gouvernement début avril de prendre des mesures plus ambitieuses. Cette demande faisait suite au 3e plan national d'adaptation au changement climatique présenté en mars. Ce plan vise en fait notamment à préparer les infrastructures, les transports, l'énergie et l'agriculture à un scénario de plus de 4 degrés Celsius en France d'ici la fin du siècle. Mais pour les ONG et les 11 citoyens impliqués, ce plan est notoirement insuffisant, aussi bien dans les mesures que dans le financement. Ils réclament donc sa révision et souhaitent rencontrer Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou pour en discuter. A noter que les ONG Greenpeace, Notre Affaire à tous et Oxfam ont déjà fait condamner l'État pour inaction climatique dans l'affaire du siècle. Quatrième actu, la gestion du groupe privé d'EHPAD Bridge a été vivement critiquée dans un rapport publié ce mardi par la Cour des comptes qui contrôle l'utilisation de l'argent public en France. Le groupe exploite en fait une trentaine de résidences pour personnes âgées en Alsace, en Normandie, en Île-de-France et dans le centre Val-de-Loire, mais la Cour dénonce une gestion organisée pour maximiser les profits au détriment de l'accueil et des prestations. Elle pointe notamment un manque de personnel, un recours massif aux contrats courts et une continuité des soins fragilisés, notamment pendant les vacances. Elle souligne aussi une logique de rentabilité qui impacte l'entretien des bâtiments et la qualité du service hôtelier, avec des repas parfois froids ou insuffisants. Bridge avait déjà été mise en cause en 2022 après la parution du livre Les Fossoyeurs qui dénonçait les pratiques d'Orpea, un autre géant du secteur qui a depuis changé
changer de nom. En réponse, le groupe affirme avoir lancé un plan d'action en 2024 pour renforcer l'efficacité opérationnelle, améliorer la qualité des soins et consolider sa situation financière. Le rapport couvre lui principalement la période allant de 2019 à 2022. Cinquième actu, le déficit de l'assurance maladie pourrait atteindre 41 milliards d'euros en 2030, a annoncé l'organisme ce mardi. Il est donc estimé à 16 milliards d'euros pour 2025. En cause notamment le vieillissement de la population et la hausse des maladies chroniques qui pèsent de plus en plus sur les dépenses de santé. L'assurance maladie a donc présenté 60 propositions dans son rapport remis chaque année au gouvernement et au Parlement. Parmi elles, il y a le fait de renforcer la prévention sur les habitudes de vie, notamment en termes de consommation de tabac ou d'alcool. Et une version finale du rapport devrait être publiée le 3 juin, on en reparlera. Et on finit avec cette actu, un rapport parlementaire publié ce mardi propose de porter le congé paternité de 25 jours actuellement à près de 4 mois, donc autant que pour les mères. L'objectif est de réduire les inégalités femmes-hommes qui s'accentuent après la naissance d'un enfant. Le rapport parlementaire présenté par la députée LFI Sarah Legrain et la députée Modem Delphine Nijman précise que sur les 16 semaines de ce potentiel nouveau congé, 8 seraient obligatoires. Cela permettrait, je cite, de donner la chance aux hommes de devenir de vrais papas à part entière et mènerait à une meilleure participation des femmes au marché du travail. Selon le rapport, 90% des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes sont directement liées à la maternité et à l'éducation des enfants, qui impactent principalement les femmes. Pour le moment, ce rapport ne comptera à rien, mais il pourrait servir de base de négociation et éventuellement plus tard faire l'objet d'une proposition de loi. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Alors de votre côté, si vous avez des suggestions pour améliorer ce format, vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends le temps de lire vos commentaires chaque jour. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.